Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Hervé Morin, le président de la région Normandie, qui sera débriefé par nos éditorialistes Denis Jambard et Yves Tréhard. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires dans un instant. L'actualité, c'est 66 départements placés en alerte orange canicule. Un phénomène climatique très précoce pour un mois de juin, vous le savez. L'État a donc décidé de prendre des précautions pour protéger la population. La Gironde est particulièrement touchée avec des températures qui atteignent les 38 degrés par endroit, notamment à Bordeaux. Au niveau local, le plan canicule a également été déclenché. Et Sandrine Mancipose pour TV7 en Gironde nous en dit plus. C'est la mairie de Bordeaux, madame. Je vous appelais dans le cadre de l'opération canicule, parce que vous avez remarqué qu'il fait très chaud. Je voulais savoir si tout va bien. Un coup de fil pour s'assurer que la personne va bien et lui rappeler certaines consignes telles que boire, s'alimenter ou encore ne pas sortir aux heures les plus chaudes. Sur la plateforme téléphonique dédiée aux seniors et à l'autonomie, ce sont ainsi 1823 personnes âgées de plus de 60 ans qui ont été contactées lundi. La ville a mobilisé une trentaine d'agents volontaires pour renforcer l'équipe existante. On adapte les réponses en fonction du fait qu'on est en alerte verte. Alors à ce moment-là, il y a des appels, mais beaucoup moins fréquents sur l'ensemble de l'été. Ça va de la mi-juin jusqu'à la fin août. En alerte jaune, il y a un protocole un peu différent. Et puis aussi, donc, on a des lieux rafraîchis dans l'ensemble de la ville de Bordeaux, dans chacun des quartiers. L'ensemble des résidences pour personnes âgées ont des salles avec climatisation. Donc nous invitons la population de seniors, mais aussi toute la population à risque, à se rendre vers ces lieux rafraîchis. Plusieurs mesures ont ainsi été prises par la ville en raison du déclenchement de l'alerte orange canicule, comme l'ouverture d'une ligne téléphonique 24 heures sur 24. Même cas de figure non loin de là, à l'hôtel du département, où une cellule de crise a été activée. Notre quinzaine d'écoutants qui constitue notre plateforme téléphonique, donc d'une manière continue, répondent aux appels à la fois des usagers et des partenaires, et ce, entre 8h30 et 18h. Voilà. Nous avons également un médecin de permanence qui apprécie et valide des mesures concrètes à mettre en place et surtout dans ce contexte exceptionnel. Et de plus, le conseil départemental va financer une heure supplémentaire de présence, d'intervention auprès des personnes âgées bénéficiaires de l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, et après validation du médecin d'astreinte. Des mesures exceptionnelles qui durent pour l'heure jusqu'à jeudi matin, fin de l'alerte orange de cet épisode canicule. Et conséquence inéluctable, la canicule amplifie la sécheresse. Les températures records pour un mois de juin continuent d'assécher les terres vendéennes, notamment déjà très sèches depuis le mois de juillet dernier, et l'hiver n'a pas permis de remplir entièrement les réserves d'eau. Ce sont donc les agriculteurs qui s'inquiètent. Certains ont déjà commencé leur moisson pour éviter de perdre leur récolte. Grégoire de Châtillon pour TV Vendée. De la douceur, un soleil bien généreux, mais en revanche pas assez d'eau. C'est le bilan que l'on peut faire de ce printemps 2017 en Vendée. C'est un joli printemps quand même, très ensoleillé, très doux. Malgré quelques contrastes en termes de douceur, il ne faut pas oublier que nous avons aussi connu des gelées tardives, le 27 et 28 avril, donc qui ont eu des conséquences non négligeables sur le monde pour le monde agricole. C'est un printemps, je dirais, insuffisamment arrosé, et qui en tout cas n'a pas permis d'endiguer la sécheresse que l'on connaît donc déjà depuis plusieurs mois, depuis juillet dernier. Une sécheresse qui dure et qui s'intensifie, de quoi inquiéter le monde agricole. Selon la Chambre d'agriculture, un exploitant vendéen sur 3 possède une réserve d'eau. Alexis Petitpré, lui, constate que son étang a moitié moins d'eau que d'habitude. Donc on voit bien que cette année, l'étang est bien loin d'être plein. L'année dernière, au 15 décembre, l'eau elle passait sur le trop-plein.
Et là, on voit bien qu'il manque au moins 2,50 m, 3 mètres d'eau. Donc, en sachant que la digue vient jusqu'à 9 mètres, il manque beaucoup de volume. On espère bien qu'il pleuvra quelques orages pour nous aider à arroser nos maïs, à avoir assez de fourrage pour notre élevage. Le cheptel se nourrit principalement de maïs, très consommateur d'eau. Il faut alors s'adapter et gérer toute la période de végétation avec le volume d'eau restant. C'est peut-être l'une des rares années que j'ai rencontrées là depuis 35 ans où le déficit hivernal a été aussi marqué. On compose d'abord avec le stade de la culture le plus sensible. S'il a plu, on décale. S'il n'a pas plu, on met ce qu'on a prévu et puis on remettra un autre passage après, puis encore un autre 10-12 jours après. Puis s'il n'y a plus d'eau, on arrête et puis on laisse le climat faire le reste. Météo France, qui prévoit un rafraîchissement avant le week-end, nous annonce pour la semaine prochaine des températures en baisse qui devraient être accompagnées de quelques pluies. Politique maintenant avec les nouveaux venus. Il fait partie de la nouvelle génération d'élus En Marche qui fait ses premiers pas à l'Assemblée nationale. Mjid El Kherab, 34 ans, ancien membre du cabinet de Jean-Pierre Bel, l'ancien président du Sénat, est devenu dimanche soir député des Français de l'étranger. Jérôme Rabier pour Public Sénat l'a suivi hier matin. Il va falloir s'y faire, même les modes de transport des députés sont renouvelés. C'est en scooter qu'Mjid El Kherab, fraîchement élu, se rend à l'Assemblée. Novice, oui, mais pas complètement débutant non plus, puisqu'il a auparavant travaillé au Sénat auprès de l'ancien président socialiste Jean-Pierre Bel, en charge de sa communication notamment. Je connais un peu la maison, ouais. J'ai travaillé pendant quelques années au Sénat, donc je connais bien la machine parlementaire et donc j'ai eu souvent à avoir des sujets à traiter avec l'Assemblée nationale. Après un accueil rapide par les services de l'Assemblée, c'est dans un autre monde qu'il faut faire ses premiers pas, et notamment répondre aux sollicitations des médias. On peut faire une image, 1 minute, ouais. Cet endroit ? Bien sûr. Ouais. Ici, juste là, merci bien. Direction ensuite l'intérieur du Palais Bourbon pour les formalités administratives, et c'est avec humilité que le néo-député compte prendre ses fonctions. Puisque je suis nouveau, je ne connais pas l'appareil parlementaire de l'Assemblée nationale, mais non, j'irai dans la commission où je serai le plus utile pour les concitoyens de ma circonscription et où je serai le plus utile à ma famille politique. Donc voilà, on débattra de tout ça après. L'important, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, d'essayer de s'approprier un peu le Parlement. Échange ensuite plus décontracté avec des journalistes qu'il connaît depuis ses années de conseiller en communication de politique. Bonjour, je suis des gars députés, bonjour. Ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Je te jure, ça fait bizarre. Ça va ? On se verra. Beaucoup, hein. Voilà. Là, vous me verrez de l'autre côté. En fait, avant, j'étais derrière, maintenant, vous me verrez de l'autre en face. Avant de repartir, ce débutant sur les bancs de l'Assemblée ne compte pas démarrer de zéro. Son prédécesseur de la 9e circonscription des Français de l'étranger, Pouria Amir Chahi, qu'il a connu au Parti socialiste, a tenu à lui transmettre les dossiers. Et l'ex-député a un message à faire passer à son successeur. Que ce rôle en tant que député, comme celui de tous les députés, ça va être de se faire respecter comme parlementaire. C'est le pays de Montesquieu, c'est la séparation des pouvoirs. Ça, c'est un vrai enjeu. Et moi, je suis un homme libre, fidèle à ses convictions, mais je suis un homme libre. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Merci. Voilà. Porte-toi bien. Merci beaucoup. Je file. Mjid El Kherab a désormais une semaine pour se préparer. Dès le 27 juin, il siégera sur les bancs de l'Assemblée. Dans un contexte de menaces terroristes majeures, les dérives radicales, une préoccupation pour tous ceux qui mobilisent de plus en plus les professionnels. On part dans les Vosges pour la 2e journée départementale sur le phénomène de la radicalisation au centre des congrès d'Épinal. Le thème de la journée, c'est quels outils face aux dérives radicales, et Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions y a assisté. Salam Mehdi. Hey. Ça va ou quoi mon pote? Franchement, si je te montre ça, c'est parce que je sais que t'es pas comme les autres là. Ils comprennent rien à ce qui se passe. Ils savent que nous mentir. La radicalisation, et notamment celle des jeunes, un phénomène qui prend de l'ampleur ces dernières années. Ce spot télé du ministère de l'Intérieur fait partie des actions de prévention mises en place par l'État pour tenter de sensibiliser le grand public au problème. Et plus localement, la préfecture organisait aujourd'hui la 2e journée départementale consacrée au sujet.
Quels outils face aux dérives radicales? C'est la question qui était posée. On dénombre près de 18 attentats terroristes depuis ceux de janvier 2015 à Paris. Et si la plupart ont eu lieu dans de grosses agglomérations françaises et européennes, les Vosges sont aussi bel et bien concernés. Certes, les phénomènes de radicalisation n'ont pas l'ampleur qu'ils ont dans certains départements, mais il y a malheureusement certains Vosgiens et certaines Vosgiennes qui adhèrent à des causes qui ne sont pas tolérables dans notre société. Ça représente un certain nombre de personnes. Alors, ce n'est pas une multitude, mais il y a des personnes qui méritent une surveillance particulière sur notre département. Impossible donc de connaître exactement le nombre de personnes fichées S dans le département, puisque l'information reste confidentielle. Les fichiers S, ces individus répertoriés dans le FPR, le fichier des personnes recherchées et pouvant porter atteinte à la sûreté de l'État. Impossible non plus de parler de profil type de l'individu susceptible de passer à l'acte. En revanche, il y a toujours des blessures psychologiques, des blessures que les psychologues appellent narcissiques. Il n'existe pas de cas dans lesquels il n'y ait pas eu une souffrance antérieure qui va se traduire par l'attachement à une doctrine qui est considérée comme intégralement vraie et donc non susceptible de contestation, voire, en allant beaucoup plus loin, un goût pour la violence. Et cette violence peut être dirigée contre les autres. En réalité, elle est toujours dirigée contre soi-même. Et c'est bien ce qui explique en partie le fait que les attentats deviennent bien souvent des attentats suicides. La journée se terminera par une projection débat au cinéma d'Épinal du film Le ciel attendra, un long métrage retraçant le parcours de radicalisation de 2 jeunes filles qui, elles, n'ont pas fait le choix de mourir. Se radicaliser, c'est détruire sa famille, sa vie et celle des autres. Direction le salon aéronautique du Bourget maintenant, et pour les entreprises du secteur aéronautique d'Occitanie, de la petite PME au géant Airbus, le salon du Bourget est the place to be, l'endroit où il faut être. En tout, 150 exposants régionaux seront présents sur l'ensemble des halls du salon jusqu'au 25 juin prochain. Ils viennent pour faire des affaires ou pour faire décoller leurs projets. Ludovic Brimboeuf pour TV Sud. Le Graal de l'aéronautique a un nom, le Salon international du Bourget. Toute cette semaine, des centaines d'entreprises, des grands groupes industriels, des écoles de formation et des démonstrations en vol animent cette 52e édition. Dans le hall 4, on y retrouve quelques entreprises d'Occitanie, réunies sous un même pavillon, toutes heureuses de faire connaître leur professionnalisme. L'idée, c'est vraiment d'avoir un point d'ancrage pour rencontrer les clients. On a déjà beaucoup de contacts dans l'aéronautique et l'idée, c'est de pouvoir les rencontrer à l'occasion du Bourget. Tout le monde vient au Bourget, donc c'est l'occasion de signer des contrats, l'occasion de rencontrer des fournisseurs, de trouver de nouveaux fournisseurs. Et c'est vraiment une bonne occasion, avec la visibilité offerte par l'Occitanie, d'être présent dans un événement aussi grand. C'est effectivement un salon incontournable parce que pour nous c'est l'occasion de rencontrer les utilisateurs tant au niveau des grands industriels que aussi au niveau de l'État qui a besoin de nos services. C'est une rencontre privilégiée. Bonjour. Des rencontres privilégiées qui ne restent pas sans lendemain. C'est vraiment un salon de business. On a regardé ce qui s'est passé sur la dernière édition. Globalement, 25% des contacts qui ont eu lieu ont donné lieu à des projets intéressants. Certaines se font remarquer plus que d'autres, comme cette entreprise du Lot, qui sillonne les allées avec son droïde, aussi fidèle qu'un chien. Le but, c'est dans les usines, par exemple, pour faire de la livraison juste à temps de pièces, du piquage de pièces pour le contrôle qualité, ou alors pour les gens de la maintenance, par exemple, pour transporter la caisse à outils. Mais en gros, c'est pour soulager les forces. C'est pour soulager les forces, c'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de transporter, vous avez quoi que ce soit, vous avez les 2 mains libres et vous pouvez faire votre travail comme vous l'entendez. D'autres profitent de ce salon pour trouver des partenaires prêts à s'impliquer dans leur aventure, comme ce stand avec son ballon solaire habité, parti pour atteindre la stratosphère. On a encore beaucoup de temps de développement, mais c'est des partenaires de développement avec qui on marche vraiment. Après, il y a des gens qui sont manifestés, qui viennent par exemple des pays du Golfe, qui sont intéressés pour être dans les premiers à aller vers 25 km d'altitude. L'altitude, c'est finalement le point commun de toutes ces entreprises. Reste à maintenir la vitesse de croisière. Voilà, fin de ce journal télévisé des territoires préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Mais tout de suite, ce qu'il faut retenir à la une de vos journaux en région aujourd'hui.
Avec évidemment beaucoup de une sur la canicule, comme c'est le cas avec Ouest France. La France étouffe, titre le grand journal de l'Ouest. Et pour la Dépêche, ces canicules, l'été démarre fort, car c'est aujourd'hui le premier jour de l'été et les températures vont encore grimper. On l'a vu tout à l'heure dans le journal télévisé. Pour Nord-Éclair, canicule oblige, pensez à vous hydrater. Ce sont des conseils de Nord-Éclair dans l'édition Lille Métropole. Et pour Le Maine Libre en Sarthe, la canicule leur mène la vie dure. Il s'agit du record de chaleur qui a été battu lundi. Et la canicule va se poursuivre aujourd'hui. Une fournaise pesante pour certaines professions et des rythmes de travail qu'il faut adapter. Avec à la une du Maine Libre un chantier où, bien entendu, les ouvriers souffrent les premiers de cette canicule. La politique aussi, bien sûr, à la une de vos journaux en région aujourd'hui, avec l'Écho de Haute-Vienne. Affaire, la ministre des Armées démissionne. Concert de casseroles, titre l'Écho de Haute-Vienne. On en parle dans un instant avec le club des éditorialistes. Pour Sud-Ouest, c'est les premiers couacs pour Macron. L'affaire des assistants parlementaires du MoDem perturbe encore la majorité déjà encombrée par le cas de Richard Ferrand. Et le nouveau gouvernement sera nommé aujourd'hui à 18h, vous le savez. Pour le courrier Picard, Monsieur Ruffin à l'Assemblée. C'est François Ruffin qui fait sa pré-rentrée hier à l'Assemblée qu'a suivi le courrier Picard en tant que nouveau député de la Somme, bien sûr. Pour Nord Littoral, inévitable, un routier polonais a trouvé la mort sur la 16 en s'encastrant dans un camion bloqué par un barrage. Et le ministre de l'Intérieur est attendu à Calais vendredi. Pour la Charente libre, école, la mixité sociale, ça marche. Faire prendre le mélange des origines et des classes sociales, c'est le pari de l'école de la République. Et c'est pas simple quand de nombreuses familles demandent des dérogations. Et la Charente libre suit particulièrement ce qui se passe au collège Pierre Baudet, au cœur du quartier de ma campagne à Angoulême. Pour le Petit Bleu d'Agen, eh bien, c'est la fête de la musique. C'est le premier festival de l'été, le lancement. Et la ville d'Agen a choisi la vraie date de la fête de la musique pour organiser ce rassemblement populaire et familial, comme à son habitude, au cœur de la cité à Agen. Et c'est la une du Petit Bleu d'Agen. Voilà, j'accueille Hervé Favre de La Voix du Nord ce matin dans le club des éditorialistes. Bonjour Hervé, merci d'être avec nous. J'accueille Thierry Dupont de l'Express, plus spécialement chargé des pages Ville. Bonjour. Bonjour Thierry, merci d'être avec nous. Et j'accueille Nathalie Moret du groupe Ebra. Bonjour. Les 9 journaux français du groupe Ebra. Merci d'être avec nous. Nathalie Moret, d'ailleurs, dans la presse quotidienne régionale et dans les journaux du groupe Ebra, pour l'Alsace, c'est un remaniement pas du tout anodin. Pour un des autres journaux, Nathalie Moret du groupe Ebra, pour le Progrès de Lyon, c'est un vaste remaniement ministériel en vue. Et puis, le Conseil des ministres a été repoussé de 24 heures. On le sait, Édouard Philippe, le Premier ministre, a pour mission de former un nouveau gouvernement qui doit être annoncé ce soir, donc à partir de 18h. La ministre des Armées, Sylvie Goulard, a renoncé à son marocain car elle est citée dans l'enquête préliminaire autour d'emplois fictifs d'assistants parlementaires, vous le savez. Richard Ferrand, de son côté, est évincé du ministère de la Cohésion des Territoires et voudrait diriger le groupe parlementaire de La République En Marche à l'Assemblée. Et Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes, elle partirait, elle aussi, pour présider le groupe MoDem à l'Assemblée nationale. De son côté, le Premier ministre Édouard Philippe a assuré qu'il n'y avait aucun souci pour François Bayrou, son garde des Sceaux, qui conserverait donc le ministère de la Justice. Il n'en reste pas moins, Hervé Favre, que François Bayrou est au centre du problème, comme vous l'écrivez dans La Voix du Nord ce matin. Emmanuel Macron avait deux gros cailloux dans sa chaussure. Il y avait Richard Ferrand. Bon, là, il a réussi à transférer Richard Ferrand vers l'Assemblée, ce qui politiquement, d'ailleurs, est plutôt une bonne affaire, parce qu'il a besoin d'un homme fort pour diriger un groupe aussi nombreux et aussi inexpérimenté. Mais il reste le cas Bayrou. Et depuis que Sylvie Goulard donc, a annoncé sa démission volontaire hier matin, pour pouvoir s'expliquer dans cette affaire des assistants parlementaires européens, elle met une pression énorme sur François Bayrou, parce que si elle est concernée et devra effectivement s'expliquer vraisemblablement très vite, François Bayrou est quand même encore plus concerné qu'elle comme patron du MoDem. Et en plus, circonstance aggravante, il est celui qui doit porter la loi sur la moralisation qu'il a demandé d'ailleurs. C'était la condition de son ralliement à Emmanuel Macron. C'est lui qui doit la défendre. Pour moi, il n'est plus en position de pouvoir le faire. Il n'est plus l'homme de la situation. J'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui ne s'en rend pas compte. Thierry Dupont, est-ce que tout ça est concerté? Est-ce que une stratégie, par exemple à l'Élysée, qui décide de dérouler les choses de cette manière, dans l'ordre, pour pouvoir au fond contraindre François Bayrou à quitter le gouvernement? Ce qui est sûr, c'est qu'on est après les élections législatives, qui ont vu le MoDem obtenir un large nombre de députés, une soixantaine. Donc le contrat est rempli d'une certaine façon pour les deux.
François Bayrou a aidé Emmanuel Macron à devenir président de la République. En échange, le MoDem retrouve des couleurs et donc dispose d'un groupe. Donc on peut, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de divorce entre les deux, mais en tout cas, on peut faire une séparation de biens et se retrouver, travailler ensemble au Parlement sans être forcément présent au gouvernement. Nathalie Moret, est-ce que c'est le centre du problème? Alors évidemment, c'est le centre du problème. Moi, j'observe deux choses. La première, c'est que les gens que j'ai vus de La République En Marche hier, notamment Stéphane Travert, qui est donc un ex-député socialiste et qui est l'un des premiers socialistes à avoir suivi Emmanuel Macron, lui, de façon tout à fait off, et pas du tout en se cachant, dit clairement que c'est un problème, François Bayrou. Et qu'effectivement, Sylvie Goulard, elle a eu le courage de partir pour ne pas affaiblir le travail du Parlement. Et il dit à François Bayrou de prendre ses responsabilités, mais il dit clairement que c'est un problème. Première chose, je pense que si Stéphane Travert arrive à l'Assemblée nationale et parle à tous les journalistes pour dire ça, c'est pas forcément un hasard. Première chose. Et ensuite, effectivement, oui, c'est un problème, François Bayrou, parce qu'il n'est plus nécessaire à la majorité aujourd'hui, on le sait. Après, je pense que à Matignon, ils ont tout à fait conscience du poids politique de François Bayrou, mais effectivement, je pense qu'ils ont un petit peu l'espoir que cette pression qui est mise sur lui fasse en sorte qu'il baisse d'un ton. Quand Édouard Philippe dit qu'il n'y a aucun problème, que François Bayrou a vocation à rester au gouvernement, en fait, c'est pas lui qui prendra la décision. C'est très bien que c'est Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il sera le président jupitérien qui déclenchera la foudre? Et puis les premiers échanges entre Édouard Philippe et François Bayrou n'ont pas été d'un calme absolu. On a bien senti de l'énervement, de l'agacement de part et d'autre. Donc il faut régler quand même ce problème de subordination normalement du garde des Sceaux au Premier ministre. Donc voilà. C'est ça justement que cet épisode pourrait régler, le fait que François Bayrou retrouve la place qui devrait être la sienne, c'est-à-dire de numéro. Vice-Premier ministre. Voilà, c'est ça. Il n'est pas vice-premier ministre, il est garde des Sceaux, ministre d'État certes, mais surtout pas Premier ministre. Alors je le disais tout à l'heure, la presse quotidienne régionale et la presse nationale aussi, évidemment, soulignent que c'est pas du tout un remaniement anodin, c'est pas du tout un remaniement technique. Ça risque. Ça aurait dû. Ça aurait dû. Il aurait dû avoir 3 secrétaires d'État en plus. Du coup, c'est un acte politique majeur. C'est un deuxième gouvernement Édouard Philippe. Vous avez 3. Philippe II. Vous avez 3 Philippe personnages de poids politique important. Richard Ferrand, Sylvie Goulard et Marie Le Sarnez, qui potentiellement peuvent partir. Donc on va déséquilibrer. Ça a été long quand même à faire. Rappelez-vous, on avait pris une journée supplémentaire pour composer ce gouvernement. Les équilibres étaient minutieusement respectés entre la société civile et les politiques. Voilà. Donc là maintenant, il faut retrouver un nouvel équilibre. Peut-être en incorporant de nouvelles... Voilà, de nouveaux entrants dont on parle, Nathalie Moret. Oui, il y aura des nouveaux entrants. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que pour la première fois, avec Édouard Philippe et Emmanuel Macron, rien ne filtre. On a quelques noms comme ça qui circulaient déjà pour la première fois. Jean-Pierre Raffarin a été reçu hier soir. Moi, je n'y crois pas à Jean-Pierre Raffarin. Je pense qu'il a plutôt envie d'être dans le rôle du Thierry Solaire, oui. Mais la question, c'est de savoir... Au Philippe I, si je puis dire, il y avait eu Philippe Ier, il y avait eu quand même la droite avait été plutôt mieux servie peut-être que la gauche, et qu'il peut y avoir un rééquilibrage. C'est ce qu'il disait Emmanuel Macron effectivement doit envoyer aussi des signaux de l'autre côté de l'échiquier, donc. Mais effectivement, le secret est bien gardé. Cela dit, si on reprend la liste de tous ceux qui étaient censés rentrer dans le premier gouvernement, elle est longue. Donc, et il y a beaucoup de gens qui y sont dont on n'avait jamais entendu parler aussi. Ouais. Gardons-nous de pronostics. Voilà, mais entre 17h et 18h, à mon avis, on saura. Thierry Dupont, le nouveau parti En Marche que le président veut voir mettre en place va devenir un parti comme les autres, au fond. Alors, dans les statuts, oui, ça reste parce que là encore, le secret règne. On ne sait même pas si pour la convention du parti qui doit acter de ces nouveaux statuts, qui doit se dérouler avant le 15 juillet, on ne sait même pas si la nouvelle équipe dirigeante du parti sera mise en place à ce moment-là. Ça peut être décorrélé, ça peut être repoussé un peu plus tard. Si dans les statuts, ils veulent se rapprocher d'un statut d'un parti comme les autres, dans le fonctionnement, ils entendent au contraire faire différemment des autres, ne pas recréer surtout l'anti-modèle, c'est le Parti socialiste. C'est surtout ne pas faire un parti d'élus, mais faire de conserver cette appellation mouvement citoyen. Et c'est un défi parce qu'ils savent très bien que 2022 se joue. Voilà, En Marche vers 2022, d'ailleurs vous titrez dans l'Express pour raconter donc l'histoire de la création d'un parti au fond. C'est l'un des principaux responsables de la Macronie, Benjamin Griveaux, qui le dit, et qui dit que le parti sera vraiment le pilier de la réussite de ce quinquennat et la clé de réussite
vers un second quinquennat. Alors, François Bayrou quitte le gouvernement, on vient d'apprendre à l'instant. Donc il vient de l'annoncer. Donc Nathalie Moret. Donc ça veut dire que la pression a opéré. Voilà. La pression était devenue trop forte. Il y avait à la fois Sylvie Goulard, c'était quand même un sacré coup de coude dans les côtes de François Bayrou. Hein. Donc on se demandait s'il allait pouvoir tenir. Moi je pensais qu'il tiendrait parce qu'il a un rôle politique fort et une place centrale dans l'échiquier politique français. Ben, voilà. Bon, ça c'est quand même un signe, Hervé Favre, très, très net qu'Emmanuel Macron a voulu donner. Parce que Édouard Philippe l'avait défendu jusque-là, alors même jusqu'à dire que je disais tout à jusqu'à hier soir, Nathalie Moret. Oui, mais enfin bon, on sait très bien que toutes les décisions importantes, sont prises à l'Élysée. Il n'y a qu'un patron. C'est pas embêtant pour Édouard Philippe là d'avoir annoncé que François Bayrou au fond était indispensable et puis de voir que ce matin il s'en va. Thierry Dupont. Non, ça fait partie des aléas. Je veux dire, une fois qu'on aura le nouveau gouvernement, par contre, il faut remplacer François Bayrou. Il faut avoir dans ce gouvernement qui est quand même composé pour beaucoup de gens venus de la société civile, qui sont plutôt qualifiés d'experts. Il faut aussi des gens ayant un poids politique certain. Quel rôle pour François Bayrou? Alors, si Marielle de Sarnez va diriger le groupe, qu'est-ce qui est prévu, Nathalie Moret? Hier, ce qui circulait beaucoup, c'est qu'il y avait une tentative de placement ici, dans cette maison, au Sénat, puisque son département est je crois, renouvelable. C'était des bruits qui circulaient, rien n'est étayé, mais bon, les rumeurs aujourd'hui vont circuler, peut-être que celle-ci va enfler. Hervé Favre, quel avenir pour François Bayrou? Influer sur la marche des choses? Oui, mais enfin, en même temps, sans avoir Emmanuel Macron n'a pas besoin de lui dans sa majorité, donc il va reprendre son rôle peut-être d'électron libre. Et encore une fois, ça sera un opposant la scène, à sa propre force politique. Thierry Dupont, un Premier ministre dans l'Express qui s'exprime beaucoup, on a l'impression qu'il cherche quand même tout de même à trouver sa place avec un président jupitérien, Édouard Philippe. Oui, mais la séquence qui s'est achevée avec le second tour des législatives n'était pas exactement, lui était pas favorable. Elle était encore, sur les affiches, c'était un tel avec Emmanuel Macron, c'était pas un tel avec Édouard Philippe. Là, maintenant, il essaye de s'imposer. Édouard Philippe essaye de s'imposer comme le chef de la majorité, ce qu'il est aujourd'hui. Alors avec une difficulté, c'est que la plupart des députés qui ont été élus, il ne les connaît pas. Il ne les a jamais fréquentés. Et c'est là qu'il peut y avoir une compétition avec Richard Ferrand, qui va être le patron du groupe et qui peut aussi avoir des ambitions de diriger cette majorité. Ça va pas être simple, mais en tout cas, il y a une tentative d'Édouard Philippe de s'imposer comme le chef de la majorité. C'est pour ça qu'il essaye de faire son propre groupe, d'ailleurs, avec les députés LR comme Thierry Solaire, comme Franck Riester, Laure de la Raudière, etc., pour avoir un pôle au Parlement sur lequel s'appuyer. Saperlipopette, c'est son mot préféré dans la langue française. Ça rappelle le capitaine Haddock, un peu avec le look barbu, là. Oui. C'est quelqu'un qui a conservé... de l'humour. Nathalie en parlait la semaine dernière. C'est amusé aussi à regarder un peu ce qu'il avait dans son bureau, les choses qu'il conservait, qu'il avait aménagées. Alors, par exemple, il y a un seau de friandises dans lequel il va piocher régulièrement. Et il a un sabre d'officier. Il a tout un tas de petites choses comme ça. Voilà, le Premier ministre à la une de l'Express aujourd'hui, Thierry Dupont. Pour Hervé Favre, La Voix du Nord. Et puis pour Nathalie Moret, aujourd'hui, qui représente les journaux du groupe EBRA. C'est ça. La politique. La politique et la canicule à la une de beaucoup de nos journaux aussi. Merci beaucoup. On va passer à la météo, le temps qu'il fait aujourd'hui en France, vous venez de le dire, avec des records de température et la canicule. On la regarde ensemble. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terre Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, l'information principale de cette matinée, c'est l'annonce par François Bayrou qu'il quitte le gouvernement et il tiendra une conférence de presse aujourd'hui à 17h. Ça rend intéressant l'interview politique dans quelques minutes du président de la région Normandie, Hervé Morin, président des centristes et ancien ministre, qui sera notre invité dans quelques minutes après le Zappélisé, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Nous sommes à l'antenne, paraît-il, ça commence bien. C'est le président de la République qui, en confiance, parce que nous avons commencé ensemble, si je puis dire, et nous continuons ensemble, a jugé que ce serait une bonne chose si j'acceptais de prendre cette responsabilité. À huis clos, le président annonce à son ministre qu'il doit quitter le gouvernement. Direction l'Assemblée, où il sera chef de file des députés de La République En Marche. L'idée vient du président de la République. Et elle a été discutée. Non, mais elle a été discutée. Oui, le président de la République en a parlé, a considéré que c'était un bon choix. Il est parfaitement à sa place à la présidence du groupe. Et par ailleurs, il y a la présomption d'innocence. On l'écarte du gouvernement pour éviter... Non, je ne crois pas. Le fait que ce soit M. Ferrand qui joue ce rôle peut évidemment amener à penser que c'est plutôt une sanction qu'une véritable promotion. On exfiltre un membre du gouvernement qui est l'objet d'une enquête préliminaire de la justice pour des faits de délits financiers allégués qui paraissent particulièrement sérieux et pour qu'il soit moins exposé, on le met à l'Assemblée. Si le procureur souhaite m'entendre, il m'entendra, ça va de Donc c'est soi. la réponse. Vous demanderez la levée de votre immunité. Évidemment. C'est votre réponse à ceux qui seraient tentés de croire que, en fait, vous vous mettez à l'abri à l'Assemblée. Mais à l'abri de quoi? On se met à l'abri de rien du tout, on se met au travail. Ce matin, la ministre des Armées, Sylvie Goulard, a annoncé sa démission dans un communiqué. Elle explique que sa position n'est plus tenable à cause de l'enquête sur les assistants parlementaires du MoDem. Monsieur Bayrou doit démissionner. Il y a déjà 2 ministres au tapis, Monsieur Ferrand et Madame Goulard, ministre de la Défense. C'est un séisme en si peu de temps. Un peu moins de machine, ça vous ferait du bien. Non plus, là, il y a encore quelqu'un. Vous allez encore changer de place. Vous aussi. Vous aussi. Bon, la conférence est terminée. Alors, demandez à vos collègues de se tenir, s'il vous plaît, dans le respect des députés. Heureux, ému et déterminé à me mettre au travail le plus rapidement possible. Je pense qu'on va beaucoup travailler. Bon, place à l'action et place au travail. Il y a beaucoup des chercheurs, des intellectuels, je sais pas quoi, j'ai vu le matheux là. Je vais lui expliquer ce que c'est qu'un contrat de travail, il va tomber par terre. Il a répondu à Jean-Luc Mélenchon, justement, regardez ce tweet. Cher Jean-Luc Mélenchon, directeur de l'Institut Henri Poincaré, j'en ai vu des contrats de travail, mais c'est toujours un plaisir de recevoir des cours particuliers. Moi, j'apprécierais à l'occasion de juger le travail de Jean-Luc Mélenchon et j'espère qu'il sera plus studieux qu'il ne l'a été au Parlement européen. Si je n'avais pas prêté 9 millions au Front National, non seulement il n'aurait pas pu participer aux élections législatives, mais même pas aux élections présidentielles. Pourquoi accepter l'argent de Jean-Marie Le Pen et lui refuser l'accès aujourd'hui? Moi, j'ai jamais accepté d'argent de Jean-Marie Le Pen. Je crois que personne n'a eu d'argent de Jean-Marie Le Pen. Pour la campagne présidentielle. Si ce n'est de côté-là, qui n'a rien à voir, qui n'est pas son argent. Marine Le Pen doit démissionner de son poste de président? À mon avis, oui. Personne n'est irremplaçable. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, bonjour à tous, rebonjour. Notre invité politique, celui de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Ce matin, c'est Hervé Morin. Bonjour Hervé Morin, bonjour. Président de la région Normandie, président des centristes et ancien ministre. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour vous interroger à mes côtés ce matin. Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et Michael Zamès, le spécialiste politique de Public Sénat. Hervé Morin, pour être tout à fait complet, votre interview politique sera diffusée sur les sites internet de la presse quotidienne régionale ce matin ainsi que sur les télés locales TNT de France, dont LCN, la chaîne normande dirigée par Eric Terrier-Hermann. Dans votre région, Hervé Morin, on a appris il y a quelques minutes que François Bayrou quittait le gouvernement. Il tiendra une conférence de presse à 17h. Est-ce que vous êtes surpris par cette nouvelle ? Comme je vous disais avant qu'on prenne l'antenne, depuis la démission de Sylvie Goulard, en quelque sorte, le lapin était dans les phares, dans les phares de la voiture. En clair, la démission de Sylvie Goulard, qui est une démission qui l'honore, en disant voilà, je veux avoir le temps de pouvoir m'expliquer, de pouvoir prouver ma bonne foi, a-t-elle dit, je crois.
faisait que ça rendait quasiment impossible pour François Bayrou, comme pour Marielle de Sarnez d'ailleurs, leur maintien au sein du gouvernement. C'était une espèce de demi-aveu qu'elle allait avoir besoin de s'expliquer. Ouais. Pas forcément pour finir au pénal, c'est pas ça le débat, mais au moins de se dire je peux pas être dans un gouvernement avec la pression que représente, quand on est ministre de la Défense, la vie quotidienne. Vous l'avez été ? Oui, c'est pour ça que je le dis. La vie quotidienne de cette fonction et d'être enquiquiné tous les jours par des journalistes qui vous disent... Donc le détonateur, c'est Sylvie Goulard. Je pense qu'elle c'est un accélérateur au moins. Ouais. Marielle de Sarnez peut rester, elle, au gouvernement ? Non, je pense que... voilà, je me dis que c'est une histoire qu'ils vont vivre ensemble et qu'elle amènera, qu'elle conduira à la même décision. C'est la chute de la maison Modem aujourd'hui ? Oh, vous savez, la chute à la politique, tant que vous n'êtes pas vraiment mort physiquement, vous n'êtes jamais mort. Députés aujourd'hui, il y a 40 parlementaires, le Modem n'existait quasiment plus sur les territoires, n'avait plus d'élus. Il y a 40 députés qui sont en capacité de pouvoir reconstruire un réseau. Ils sont, quoi qu'il arrive, dans la majorité présidentielle. Bon, tout ça. Permettez-moi d'aller plus loin. Est-ce que c'est la chute de la maison Bayrou ? Bon, écoutez, je pense que François Bayrou va lui aussi avoir le temps de donner les explications nécessaires. Et puis voilà, quoi. Mais vous le connaissez bien, ça ne pouvait... conférence de presse annoncée à 17h. Vous le connaissez bien, il ne pouvait en être autrement ? Je pense que pour François Bayrou, c'est aussi plus... Comme tout le monde le dit ce matin, c'est quand même assez compliqué de se retrouver au Parlement garde des Sceaux. Garde des Sceaux. Pour défendre une loi sur la transparence et la moralisation de la vie politique, et que toutes les semaines vous fassiez l'objet de papiers dans les journaux sur le thème. Il y a des témoignages, des histoires, etc. Voilà. Justement, comme vous le connaissez bien, comment vous expliquez qu'il ait pu porter une telle loi de moralisation politique, alors que justement dans les faits, on voit que ces pratiques n'ont pas été illégales, mais pas forcément morales ? Écoutez, moi je vais pas crier avec les chiens, c'est pas dans ma nature. Donc je crois simplement que lorsque vous êtes au cœur de l'exercice du pouvoir, il vous est impossible de pouvoir exercer sereinement une fonction aussi majeure quand en même temps vous êtes parasité matin, midi, soir et nuit par des histoires qui, en clair, vous empêchent d'avoir la sérénité nécessaire. C'est tout. On apprend que Marielle de Sarnez quitte elle aussi le gouvernement pour prendre la présidence du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Tout ça, pour vous, c'est normal ? Écoutez, la présidence du groupe Modem, il est clair qu'elle est largement en capacité de pouvoir coordonner elle a une grande expérience politique. On va pas chercher une question d'immunité parlementaire ? Pardon ? A été chercher une question d'immunité parlementaire derrière non, cela. Je ne croyez pas ça. Je vais vous dire. Vous croyez je vais vous dire, toutes ces histoires d'immunité, etc., c'est des histoires qui sont très passagères. Ouais. Parce que le jour où vous vous retrouvez dans le cabinet d'un juge d'instruction... voilà. Les levants d'immunité parlementaires sont assez courantes aussi. Oui, voilà, forcément. Alors si on revient un petit peu sur le cas François Bayrou, sur le cas du Modem, est-ce que vous diriez que ça entache le premier mois d'Emmanuel Macron, président de la République ? Ce qui est clair, c'est qu'entre le discours d'Emmanuel Macron, dont je vous rappelle qu'il a été celui qui nous a expliqué qu'il retardait la composition de son gouvernement, avec comme alibi, parce qu'il s'agissait d'un alibi, qu'il fallait vérifier plus complètement la situation de chaque ministre pour rentrer. En vérité, c'est quand même déjà 4 chutes. Voilà, au minimum. Et qu'est-ce que vous attendez ? Puisqu'en plus de ça, je vous rappelle qu'hier, vous avez eu des perquisitions chez Havas ou chez Publicis et chez Business France, dont la présidente de Business France à l'époque est elle aussi au gouvernement. Donc ça veut dire quoi pour vous ? Non, mais je veux dire pour un gouvernement, il y a une sorte de faisceau là qui est pour un gouvernement qui nous a expliqué, un président de la République qui nous a expliqué que désormais dans le gouvernement, on n'était plus sous les que toutes celles et tous ceux qui sont dans cette histoire, désormais, sont des hommes et des femmes dont on a la garantie qu'il n'y a absolument aucun doute et aucun risque, que c'est une nouvelle vie, un nouveau comportement.
je constate que ça commence quand même assez mal. Et qu'est-ce que vous attendez justement du nouveau remaniement, gouvernement plus large que prévu, donc, avec la démission de François Bayrou, celle de Sylvie Goulard, celle de Richard Ferrand. On parle d'une entrée de quelques républicains. Est-ce que ça vous sied? Moi, ce que je crois d'abord et avant tout, c'est qu'on a besoin, nous, je parle de la droite et du centre, on a besoin de reconstruire notre logiciel politique. On a besoin, très clairement, comme l'a dit Valérie Pécresse, de refaire la maison du sol au plafond. On ne peut pas continuer à être sur un discours qui soit simplement un discours identitaire, s'appuyant sur sens commun. Mais vous vous situez où? Parce que d'un côté, il y a les constructifs qui construisent un groupe parlementaire à l'Assemblée, de l'autre, il y a les Républicains avec Laurent Wauquiez ce matin qui dit le modèle à suivre, c'est Nicolas Sarkozy. Je dis qu'il y a pour nous la nécessité de bâtir une formation politique de droite et du centre qui soit une formation politique moderne, ouverte, prenant en compte la société du XXIe siècle, qui est une société de diversité, collaborative. Le centre aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, en votre cas, c'est central. Oui, mais bon, vous savez... Donc vous, là-dedans... Je vais vous dire, ça dure... ça ne durera pas. C'est ce que vous êtes en train de dire, ça ne durera pas. On est dans une période qui est assez extraordinaire, d'ailleurs, quand on la regarde avec un peu de recul, moi qui ne suis candidat à rien. C'est une période où on est dans une espèce de nébuleuse, de consensus, et tout d'un coup, on va se retrouver confronté à la réalité de l'exercice du pouvoir, des arbitrages. Tout cela mérite donc de prendre un peu de recul. La précipitation en la matière, en considérant que désormais, il y a un espace politique absolument gigantesque occupé par une majorité nouvelle. Oui, mais quel espace avez-vous, justement? Je pense qu'il y a des hommes et des femmes, chez les Républicains comme chez les centristes, qui veulent bâtir un projet politique qu'il faut totalement refonder. Et les 18 députés UDI qui vont rejoindre les constructifs, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Les députés UDI, j'allais dire comme... Ce sont des opposants, je dis pour les exclure? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas dans ce schéma, c'est pas mon logiciel à moi. Ce que je pense, c'est que pour un député UDI ou LR, qui a été élu contre un candidat En Marche, dimanche, appartenir à la majorité présidentielle 4 jours après, il va falloir quand même le dire à ses électeurs. Parce que moi, quand je vois dans ma région, pour prendre des exemples simples, les hommes et les femmes qui ont été élus face à des En Marche, qui ont pu faire réussir un tour de force qui est celui de renverser la vapeur entre les deux tours et retrouver une partie de son électorat contre un candidat En Marche et qui 5 jours plus tard vont dire « je rentre dans le groupe de ceux qui vont appartenir à la majorité présidentielle », mais pour qu'on vous comprenne bien, retour sur leur circonscription... Hervé Morin, le président de la région Normandie, président des centristes, ancien ministre, qui est notre invité ce matin. J'ai une question sur le Premier ministre qui est à la une de l'Express, qui est votre voisin et ami normand. Oui, c'est un ami et c'est un homme très bien. Question personnelle sur Édouard Philippe. Il est à sa place, il est dans son rôle. Vous pensez quoi du Premier ministre, au fond? Je ne parle pas personnellement, politiquement, bien sûr, et personnellement. Écoutez, Édouard Philippe a été extrêmement recul durant cette campagne présidentielle. Il a fait preuve d'un retrait en estimant que cette campagne-là, c'était pas la sienne et qu'il y avait à rebâtir, souvenez-vous, ces papiers dans notamment Libération. Et donc, qu'il ait accepté de s'engager dans cette histoire... Avec un président jupitérien en plus. Oui, enfin, ça va être, je pense que pour Édouard, ça ne va pas être si simple que ça, parce qu'on a bien compris que le président de la République qui nous expliquait qu'il serait le président de la République de l'article 5, c'est-à-dire l'arbitre, celui qui fixe les grandes orientations, et que de l'autre, le Premier ministre conduira... Vous lui souhaitez bien du plaisir, c'est ça? Je pense qu'on n'aura jamais une concentration aussi forte des pouvoirs dans les mains de l'Élysée. Ce qui est une vraie question en matière de fonctionnement politique, parce que je pense que les sociétés, les constructions politiques totalement centralisées de concentration des pouvoirs ne marchent pas. Les démocraties qui marchent, qui sont capables de se transformer, ce sont des démocraties dans lesquelles il y a un vrai équilibre des pouvoirs, où on considère que les territoires sont en capacité de porter une partie de la transformation. Et je pense que pour notre formation politique, que moi j'appelle de nos voeux à rebâtir avec un projet politique nouveau, c'est notamment un projet politique dans lequel on fait confiance au territoire. Il faut que le manche soit plus court entre la décision et l'action sur bien... Depuis que vous êtes président de région, vous sentez ça? C'est depuis que vous êtes président de région? Hier, j'étais au Bourget pendant 4 heures. Quand vous avez toutes les boîtes de l'aéronautique qui vous disent « on a
des carnets de commandes ras la gueule, mais on trouve pas de salariés, on trouve pas nos qualifications, on trouve pas les formations qui vont bien. C'est un problème d'orientation, c'est un problème de connaissance des milieux économiques par le monde de l'éducation, et c'est un problème d'organisation de la formation. Eh bien, je dis, il faut confier aux régions la question de l'emploi et de la formation pour que ça marche. Très bien. Vous voteriez la confiance au gouvernement pour qu'on vous situe? Moi, je serais clairement dans l'abstention, c'est-à-dire voter ce qui est bien, dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais je pense qu'il y a donner un chèque en blanc, c'est pas dans ma construction. Question à l'ancien ministre de la Défense que vous avez été. Attentat encore à Bruxelles cette nuit, ou tentative d'attentat en tout cas. Il y en a eu une mardi sur les Champs-Élysées également. Le ministre de l'Intérieur dévoile aujourd'hui quelques pistes, notamment sa future loi contre le terrorisme, mais ça ne règle pas le problème des fichiers S, par exemple. Il demande une nouvelle évaluation. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Faire ce que font les Israéliens, par exemple. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'il y a... Je ne parle pas de tous les fichiers, mais je considère qu'il y aurait un dispositif à créer, qui existe notamment en Israël, puisque je suis allé étudier les moyens qu'ils mettent en œuvre pour lutter contre le terrorisme, qui les frappe depuis des années et des années. En clair, quand il y a des éléments concordants et précis permettant de considérer que des hommes ou des femmes sont dangereux et peuvent représenter une menace imminente, ils font l'objet d'une rétention administrative avec un juge qui valide, un juge indépendant qui valide cette rétention administrative. Et clairement, vous avez les droits de la défense, mais vous avez des services qui apportent des preuves concrètes et précises et qui disent, voilà, il y a trop de danger sur cette personne, il faut qu'elle soit en rétention administrative. Puis moi, je pense que nous aurions intérêt à avoir un dispositif de ce genre. Alors, Gérard Collomb détaille le contenu du projet de loi antiterroriste en disant sécurisation des lieux avec, pourquoi pas, palpation, fouille, assignation à résidence uniquement dans le but de prévenir des actes terroristes. Est-ce que ça va dans le sens d'une meilleure surveillance des fichiers S? Est-ce que ça vous semble suffisant? Parce que là, on voit que c'est l'état d'urgence qui entre dans le droit commun. Je pense que c'est pas... Je suis assez favorable à l'idée qu'une partie des dispositions qui sont dans le cadre de l'état d'urgence puissent devenir des dispositions de droit commun pour nous faire sortir de l'état d'urgence qui est un dispositif d'exception. Et donc l'idée selon laquelle certaines dispositions rentreraient dans le corpus commun pour nous éviter l'état d'urgence permanent pour des années, puisque le terrorisme, on va malheureusement devoir lutter pendant des années et des années face à cette menace, je pense que c'est une bonne idée. Michael Zamès. Hervé Morin, évidemment, on a beaucoup parlé d'actualité, mais je voudrais revenir quand même d'un mot sur le cas du MoDem de François Bayrou, que vous connaissez bien, même personnellement. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin ? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Je lui dis que voilà, qu'il y aura des comme François Mitterrand avait une formule qui était de dire en politique, les bons moments ne durent pas et les mauvais moments ne sont pas... les bons moments ne sont pas éternels et les mauvais moments ne durent pas. Je reprendrai volontiers cette formule de François Mitterrand pour François Bayrou. Hervé Morin, on va terminer par une question au président de la région Normandie. Vous avez annoncé une monnaie régionale complémentaire. Avec quel but ? Remplacer l'euro ? Non, pas du tout. Une monnaie régionale, c'est une façon à la fois de favoriser l'économie régionale et l'économie locale dans une démarche simple. Ce sont des commerçants, des entreprises qui disent, voilà, si vous achetez mes produits, ils sont faits en Normandie. Donc en clair, vous favorisez les circuits de cours, vous favorisez les circuits de proximité, vous favorisez l'économie régionale et vous avez une démarche de développement durable. En clair, ce que vous produisez, ce que vous consommez a été produit près de chez vous et le bilan carbone est nettement meilleur. Parce que bien entendu, ça ne va pas transformer l'économie, mais je vous rappelle qu'il y a... On verra. L'économie régionale, la monnaie locale, il y a des monnaies locales qui représentent des dizaines de milliards d'euros de flux par an, notamment le WIR en Suisse. Donc, c'est pas simplement anecdotique cette histoire-là. Voilà, et vous l'avez dit sur Territoire d'Info, ça tombe bien. Merci Hervé Morin, président de la région Normandie, président des centristes, ancien ministre. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci.
Voilà, Hervé Morin quitte ce plateau et font leurs entrées. Denis Jambard de Nice Matin et Sud Radio. Cyril, Bonjour. bonjour Yves, Denis, bonjour à tous. Et bonjour Yves Tréhard, bonjour Cyril, adjoint bonjour à tous. de la rédaction du Figaro. Alors voilà, François Bayrou quitte le gouvernement, on l'a appris il y a quelques minutes. Marielle de Sarnez. Marielle de Sarnez également quitte le gouvernement. Donc analyse politique, allez, Denis Jambard pour commencer. Terminé, fini, le MoDem va se recentrer sur l'Assemblée nationale. Oui, on va quand même voir s'il n'y a pas des ministres MoDem de substitution en fin de journée, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas les têtes d'affiche du parti de François Bayrou. Finalement, ça évite au président de la République de le dégager, puisque la mode, c'est le dégagisme. Bayrou prend lui-même comme ça l'initiative, ça lui sauve la face, parce qu'il semble que l'affaire quand même soit assez sérieuse pour que Sylvie Goulard ait décidé de, elle, se mettre de côté dans une démarche qui est très différente, qui correspond à son exigence personnelle, à sa relation à la politique. On ne reste pas dès lors qu'il y a une suspicion. Voilà. Et elle a, d'une certaine manière, contraint Marielle de Sarnez et François Bayrou à cette décision. C'est elle qui provoque l'effet domino en décidant de sortir sans se préoccuper du sort du président du MoDem et de son bras droit. Alors Hervé Morin, qui était notre invité politique, a pointé Yves Tréhard le fait que c'était compliqué pour un garde des Sceaux d'être resté en place alors que une enquête préliminaire... Je pense que c'est le meilleur des dénouements, si vous voulez. Maintenant, ça va revenir à la justice. Ce qui va être intéressant, c'est comment il va construire l'équilibre de son nouveau gouvernement, qui va être garde des Sceaux. C'est quand même un point clé, parce qu'il faut quand même porter la loi de moralisation qui avait été faite un peu, d'ailleurs, je dirais, à la mesure de François Bayrou, parce que c'était vraiment... Souvenez-vous que c'était quand même la condition de son ralliement, la moralisation de la vie publique, et c'est toujours l'arroseur arrosé. Son ralliement à Emmanuel Macron. À Emmanuel Macron, donc ça va être intéressant de voir là. Ça va être intéressant de voir qui va être en charge de l'Europe aussi, parce que c'est un dossier clé pour Emmanuel Macron. Et les armées, c'est pas rien non plus. Et les armées, oui, c'est trois portefeuilles, en fait, qui sont intéressants et importants. Après, le MoDem, si vous voulez, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, vous savez, pour Macron, on avait parlé de hold-up à un moment, comme quoi il faisait un hold-up. Il n'a pas fait du tout de hold-up, puisque il n'a rien fracturé, c'est lui qui... c'est les autres qui se sont effondrés. En revanche, le MoDem, d'une certaine façon, c'est un peu un hold-up, là. Parce que, ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils se retrouvent quand même avec une quarantaine de députés à l'Assemblée nationale. Vous voulez dire que les députés du MoDem ont été élus, une grande partie, parce qu'ils étaient République En Marche? On va pas se cacher on va pas se voler la face. Même les députés... c'est vrai. En même temps, les députés En Marche, ils sont là. Il faut quand même, en revenant sur le passé récent, il faut quand même dire qu'au moment où François Bayrou rejoint, 3-4 points. Il lui apporte quand même 3-4 points au moment où sa campagne quand même, il patinait dans les sondages. Mais moi, j'aime bien l'expression arroseur arrosé. Ouais. Ça prouve que il y en a quand même assez des donneurs de leçons permanents. Ouais. Qu'est-ce qui a coûté à François Fillon, au fond, cet échec c'est d'avoir été d'abord un donneur de leçons. Ça n'aurait pas pris la même ampleur si c'était pas fait élire à la primaire en donnant des leçons à tout le monde. Et là, c'est la même chose. Quand même rappeler que Bayrou disait à propos de l'affaire Fillon, s'il continue à se présenter, il met en péril la démocratie. Non, attendez, mais l'excès aussi est ridicule. Quand on est un lapin, il ne faut pas se mettre dans les phares, si vous voulez. C'est ce que vous disait. Vous reprenez la même expression qu'Hervé Morin. Donc, faut mieux faire le Garenne dans les champs. Est-ce que Hervé Morin a parlé du Premier ministre, qui est son voisin et ami normand, il est le président de la région Normandie? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu un décalage entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe sur cette affaire de François Bayrou? On sait que jusqu'à hier soir, Nathalie Moret nous en a parlé ce matin, le Premier ministre disait il n'y a pas de sujet Bayrou, il reste au gouvernement. Si vous voulez, le problème aujourd'hui, qui n'est pas un problème. Pas de mésentente ou de décalage. Il va falloir que Édouard Philippe arrive à trouver le ton et, je dirais, les symboles qui montrent qu'il est indépendant par rapport à l'Élysée. Il est là le sujet. Je pense que sur le plan philosophique, ils sont sur la même longueur d'onde. Après, il faut qu'il arrive à Édouard Philippe à montrer qu'il n'est pas que le collaborateur. Voilà, il est dans une situation... Il ne peut pas se satisfaire d'avoir des ministres qui, je veux dire, ont les mains un petit peu dans la confiture. Donc il est plutôt content là-dessus. Sur l'affaire Bayrou, vous savez, personne ne contrôle Bayrou, il l'a montré dans le passé, il le montre aujourd'hui. Il pouvait souhaiter qu'il reste, le lui dire, mais Bayrou, il prend ses décisions tout seul. C'est un électron libre
incontrôlable qui retourne à Pau, mais qui pourra pouvoir vivre un peu plus confortablement à Paris, au Modem, puisque désormais, il y a une petite manne financière qui va arriver grâce aux 40 députés qui ont été élus. Quant à Édouard Philippe, c'est quand même une situation assez inédite dans la Ve République, parce que c'est un Premier ministre qui n'a pas sa majorité parlementaire, en ce sens qu'il n'est pas en marche. Il est un républicain dissident, constructif. Il aura du mal à être le chef de la majorité, vous voulez dire ? Il ne sera pas, de fait, puisque dans l'opération de dégagisme aussi de Ferrand, pour éviter d'avoir un ministre qui serait obligé de quitter le gouvernement parce qu'il a été mis en examen, on le met de côté, mais on le met quand même, c'est l'un des plus proches d'Emmanuel Macron, on le met à la tête du groupe parlementaire. Donc ça veut dire que le groupe parlementaire est contrôlé par un proche du président, téléphone, ligne directe avec l'Élysée. Là, ça fait un nouveau court-circuit pour le Premier ministre. Donc, si vous voulez, il est un peu seul dans son hôtel Matignon, le Premier ministre. Et c'est une situation pas simple à gérer, à mon avis. Yves Tréhard, on revient au propos d'Hervé Morin sur les centristes et sur la droite. Est-ce que la décomposition de la droite est en marche, au fond ? Quel va être le rôle alors on peut des centristes de droite? Ça dépend quelle lunette on prend. C'est décomposition ou recomposition. Elle va se recomposer, cette droite. Mais est-ce qu'elle va être en 3/4 ? Est-ce qu'elle va être en 4/4 oui. On va savoir vite, vous voulez dire, à l'annonce du gouvernement, le nombre mais je crois que la de décision... secrétaires d'État... Non, mais attendez, le moment décisif, ça va être le vote de confiance. Le vote de confiance. À partir du moment où vous votez la confiance au gouvernement, vous faites partie de facto de la majorité. Si vous votez contre vous votez contre le vote de confiance, il y a deux conséquences. Ou alors vous êtes résolument dans une opposition permanente, ou alors vous faites du coup par coup. Il y avait quand même une troisième voie qui aurait pu rassembler et tenir ce groupe ensemble. Peut-être qu'ils ont besoin de cette clarification au fond pour tout reconstruire, comme l'évoquait Hervé Morin, mais qui aurait été de dire nous, on ne va pas voter contre, mais on s'abstient, qui était la solution qu'il aurait adoptée si c'était présenté à l'Assemblée nationale. Ça aurait permis de tenir ceux qui veulent laisser ce pouvoir, donner une chance à ce pouvoir, et ceux qui ne veulent pas le soutenir officiellement. Et puis après, on vote au coup par coup. Quand même, dans le passé, on dit c'est toujours été droite-gauche, etc. Sur un certain nombre de sujets, vous avez vu la droite et la gauche se rassembler plusieurs fois dans l'histoire de la République. Et donc... mais là, visiblement, il y a du jusqu'au-boutisme partout. Il y a quand même un côté chiracien, je dirais, là-dedans. Vous savez, quand Chirac avait réformé le quinquennat, le septennat, pour passer au quinquennat, il avait dit « Faites ce que vous voulez, je suis ni pour ni contre ». 3 mois avant, il m'avait dit qu'il était contre. Et 3 mois après, il m'a dit qu'il n'avait rien compris. Ni pour ni contre. Ni pour ni contre. On restera là-dessus. Merci Yves Tréhard. En même temps, quoi. Merci. Denis Jambard, on passe aux Appellisés, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde ensemble. Nous sommes à l'antenne, paraît-il, ça commence bien. C'est le président de la République qui, en confiance, parce que nous avons commencé ensemble, si je puis dire, et nous continuons ensemble, a jugé que ce serait une bonne chose si j'acceptais de prendre cette responsabilité. À huis clos, le président annonce à son ministre qu'il doit quitter le gouvernement. Direction l'Assemblée, où il sera chef de file des députés de La République En Marche. L'idée vient du président de la République. Et elle a été discutée. Non, mais elle a été discutée. Oui, le président de la République en a parlé, a considéré que c'était un bon choix. Il est parfaitement à sa place à la présidence du groupe. Et par ailleurs, il y a la présomption d'innocence. On l'écarte du gouvernement pour éviter... Non, je ne crois pas. Le fait que ce soit M. Ferrand qui joue ce rôle peut évidemment amener à penser que c'est plutôt une sanction qu'une véritable promotion. On exfiltre un membre du gouvernement qui est l'objet d'une enquête préliminaire de la justice pour des faits de délits financiers allégués qui paraissent particulièrement sérieux, et pour qu'il soit moins exposé, on le met à l'Assemblée. Si le procureur souhaite m'entendre, il m'entendra, ça va de soi. Donc c'est la réponse. Vous demanderez la levée de votre immunité. Évidemment. C'est votre réponse à ceux qui seraient tentés de croire que, en fait, vous vous mettez à l'abri à l'Assemblée. Mais à l'abri de quoi? On se met à l'abri de rien du tout, on se met au travail. Ce matin, la ministre des Armées, Sylvie Goulard, a annoncé sa démission. Dans un communiqué, elle explique que sa position n'est plus tenable à cause de l'enquête sur les assistants parlementaires du Modem. Monsieur Bayrou doit démissionner. Il y a déjà 2 ministres au tapis, Monsieur Ferrand et
Madame Goulard, ministre de la Défense. C'est un séisme en si peu de temps. Un peu moins de machine, ça vous ferait du bien. Non plus, là, il y a encore quelqu'un. Vous allez encore changer de place. Vous aussi. Vous aussi. Bon, la conférence est terminée. Alors, demandez à vos collègues de se tenir, s'il vous plaît, dans le respect des députés. Heureux, ému et déterminé à me mettre au travail le plus rapidement possible. Je pense qu'on va beaucoup travailler. Vraiment place à l'action et place au travail. Il y a beaucoup des chercheurs, des intellectuels, je sais pas quoi, j'ai vu le matheux là. Je vais lui expliquer ce que c'est qu'un contrat de travail, il va tomber par terre. Il a répondu à Jean-Luc Mélenchon, justement, regardez ce tweet. Cher Jean-Luc Mélenchon, directeur de l'Institut Henri Poincaré, j'en ai vu des contrats de travail, mais c'est toujours un plaisir de recevoir des cours particuliers. Moi, j'apprécierais à l'occasion de juger le travail de Jean-Luc Mélenchon et j'espère qu'il sera plus studieux qu'il ne l'a été au Parlement européen. Si je n'avais pas prêté 9 millions au Front National, non seulement il n'aurait pas pu participer aux élections législatives, mais même pas aux élections présidentielles. Pourquoi accepter l'argent de Jean-Marie Le Pen et lui refuser l'accès aujourd'hui? Moi, j'ai jamais accepté d'argent de Jean-Marie Le Pen. Je crois que personne n'a eu d'argent de Jean-Marie Le Pen pour la campagne présidentielle. Si ce n'est de côté-là, qui n'a rien à voir, qui n'est pas son argent. Marine Le Pen doit démissionner de son poste de président? À mon avis, oui. Personne n'est irremplaçable. Voilà, fin de Territoire d'Info. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale. Bonne journée à tous.